Bonjour à tous, merci de partager ces vidéos et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'euro. Oui, vous me le demandez dans les commentaires depuis des semaines, et je vous en remercie. On ne va pas traiter tout le sujet aujourd'hui, il est très vaste, mais il y a une actualité brûlante. Je vais en parler dans un instant. Alors rassurez-vous, on va parler du sujet de manière très simple, très concrète. Vous allez voir d'ailleurs que l'euro, c'est pas du tout qu'une question économique, c'est d'abord et fondamentalement une question politique, démocratique qui relève de notre liberté de peuple. Nous allons voir aussi que nous avons une occasion inédite et historique de casser l'euro, cet instrument de domination oligarchique. Nous allons voir comment, pourquoi, et nous allons traiter ça de manière concrète, peut-être même un peu amusante parfois, vous allez voir. L'euro, c'est pas un sujet aride, c'est un sujet fondamental, et c'est pour cela qu'il faut tenir bon sur la sortie de l'euro et ne surtout pas abandonner cette question qui est centrale, absolument centrale, vous allez le voir. Je m'appuie sur l'actualité brûlante. Ben oui, il y a une interview du ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'était dans le Figaro le 21 mai et le titre est éloquent. Mon objectif, c'est la souveraineté économique de la France. Alors Bruno Le Maire, on va vous donner quelques idées là-dessus. D'abord, l'euro, c'est un échec économique retentissant. Mais en réalité, je crois que les concepteurs et les défenseurs de l'euro, les eurodingos actuels, le savent très bien. Pas les prendre pour des idiots. Ils ont d'autres objectifs en tête depuis bien longtemps qui sont beaucoup plus politiques et oligarchiques. On va y revenir juste après et on va voir ce qu'il faut faire pour contrer tout ça. Oui, c'est un échec. D'abord, c'est presque amusant. C'est une monnaie qui, depuis le départ, est en danger perpétuel, qu'il faut sauver en permanence par des sommets de la dernière chance. Je vais vous lire quelques unes de presse au fil des ans. Alors, il y en a des dizaines d'autres, je vais en faire juste quelques-unes. Ça va peut-être vous arracher un petit sourire. Et vous allez voir que... En réalité, l'euro n'est pas là pour servir, comme ça doit être le cas pour une monnaie, l'économie et la nation. Non, c'est l'inverse. Tout doit être mis au service de l'euro comme une vache sacrée. Alors, tout récemment, on a Bruno Le Maire qui disait, dépêche AFP le 21 mai, l'euro n'a jamais été aussi menacé. Puis on continue, c'était dans Le Point, le coronavirus met l'euro en danger, 30 mars 2020. On continue, 20 mars 2020, Atlantico, zone euro, chronique d'une mort annoncée. On peut continuer. Il y a un peu plus longtemps, 22 septembre 2011, dépêche Reuters, crise, l'euro est en danger selon la BCE. Et puis on continue. Nous avons cette fois le 11 février 2010, Le Monde, l'union monétaire en danger, l'euro attaqué. Et puis on peut continuer, Capital, 16 mai 2018, croissance, taux d'intérêt Italie, l'euro est en danger. Oh mais continuons, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Cette fois l'Obs, crise de l'euro, le dernier sommet de la dernière chance, et c'était cette fois le 28 juin 2012. On va continuer, l'Express, 22 juin 2015, Grèce, le dernier sommet de la dernière chance pour l'euro. Et puis on va continuer enfin par l'Obs, sommet de la dernière chance, et c'était cette fois en 2011, exactement, le 26 octobre. Bref, ça n'en finit pas. L'euro, c'est un échec total. Encore, on l'a vu dans les chiffres de croissance du premier trimestre 2020. Le pays qui s'en sort le moins mal, c'est le Royaume-Uni, moins 1,6%, contre moins 2,3% en Allemagne, moins 4,8% en Italie et même moins 5,4% en France. Donc là, le Royaume-Uni qui a sa livre sterling est celui qui s'en sort le moins mal. Par ailleurs, le FMI nous le dit chaque année dans des rapports qui sortent vers juillet-août, je vous en ai déjà parlé, les external reports, il se trouve que tout simplement l'euro est trop cher pour la France à hauteur de 7 à 8% et il n'est pas assez cher pour l'Allemagne à hauteur de 16% environ. Bon, ce qui veut dire en termes simples que sans avoir besoin de ne rien faire, l'Allemagne, rien que par le fait qu'on partage la même monnaie entre nous, France et Allemagne, alors qu'on ne devrait pas vu nos structures différentes, eh bien l'Allemagne en permanence a un gain de compétitivité par rapport à la France de 20%. C'est-à-dire 16 plus 7, 8, donc un peu plus même de 20%, 20-25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous pompe notre industrie, notre innovation, nos emplois, nos richesses. Enfin, c'est tout à fait mécanique par le fait qu'elle ait cette même monnaie que nous. Parce que tout simplement, l'euro, depuis le départ, c'est un gros Deutschmark. Voilà, c'est tout, adapté essentiellement qu'à l'Allemagne et peut-être à quelques pays autour comme l'Autriche ou les Pays-Bas de la zone Allemagne. Et on le voit bien puisque dans le traité de Maastricht, dans les traités européens, le seul mandat donné à la Banque Centrale Européenne, c'est la lutte contre la hausse des prix, contre l'inflation. Pas plus de 2% par an. Et ça, c'est une vision très allemande des choses. Ça n'est pas la croissance, ça n'est pas la prospérité, ça n'est pas la lutte contre les inégalités, non. C'est vraiment que l'inflation. Ça, c'est très germanique. Et d'ailleurs, la Banque Centrale a son siège à Francfort. Ça n'est pas un hasard. En Allemagne, bien évidemment.
Et depuis un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe du 5 mai dernier, je vous l'ai traité, l'Allemagne veut serrer la vis encore plus et avoir une gestion encore plus germanique de la monnaie unique, puisqu'elle veut mettre fin largement aux politiques d'assouplissement monétaire, les quantitative easing, qui existent dans la zone euro depuis 2015. Donc elle veut vraiment reprendre le contrôle. Et il ne faut pas se tromper sur cet arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Ça ne veut pas dire la fin de l'euro. Non, non. Ça veut dire que l'Allemagne veut que l'euro soit encore plus allemand. Et je crains bien qu'on s'y soumette, connaissant les eurodingos qui dirigent la France. Autre signe que c'est totalement allemand, depuis le traité de Maastricht, il y a interdiction de la Banque Centrale Européenne de financer directement les États, ce qui existait en France d'ailleurs pour la Banque de France depuis une loi de 1973. Panorama économique épouvantable. Bon, je pourrais vous donner 1000 autres chiffres qui le démontrent. Je crois qu'on n'a même plus besoin de s'attarder là-dessus. Les économistes sérieux dans le monde entier ont déjà fait largement ce constat. Surtout l'euro, prenez bien conscience que c'est un instrument politique. C'est un instrument de chantage pour aller vers l'État européen unique, premièrement. Et ça, il faut écouter tout simplement quelqu'un qui l'a dit en toute transparence, un défenseur de l'euro, Jacques Attali. C'est en ligne, il y a une vidéo dans un colloque sur crise de l'Europe, crise de l'euro en 2011. Je le cite, Jacques Attali. Nous savions très bien, quand on a fait la monnaie unique, que ça ne marcherait pas, que ça ne suffirait pas. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu une monnaie qui a existé sans un État. Une monnaie sans État, ça explose. Je cite toujours Jacques Attali. La réalité, c'est soit on casse, soit, une fois de plus, on va plus loin vers une fédération budgétaire européenne forte, c'est-à-dire un État. Budget unique, dette unique, frontière unique, il faut également une armée unique et des travailleurs qui puissent circuler librement, facilement dans l'espace. La libre circulation des travailleurs, ce qui fait aussi un État. Pour cela, il faut une langue unique. Et vous voyez bien qu'on va de plus en plus dans les institutions européennes vers l'anglo-américain. Et même le président de la République française et ses ministres parlent de plus en plus avec des termes anglo-américains. Ça n'est pas un hasard. De la même manière, on a fait le travail détaché, la directive sur le travail détaché pour faciliter cette circulation des travailleurs. Là, ils veulent aller, Macron l'a annoncé avec Merkel, vers l'Europe de la santé, de nouveaux transferts de compétences et de souveraineté. C'est pour cela que Macron parle en permanence de souveraineté européenne. C'est très cohérent avec sa vision des choses. Et l'euro est là, si vous voulez, comme un pic sur la bête qu'on veut faire aller dans le bon sens, dans le sens qu'on veut. Eh bien, l'euro sert à ça, faire avancer l'Europe vers un État européen unique, évidemment. Merkel aussi, dans une conférence de presse commune avec Macron, le 20 juin 2018, avait elle aussi parlé de souveraineté européenne. En quelque sorte, par la monnaie, on détruit les États-nations. On dissout les souverainetés nationales dans l'euro. Premier objectif politique, et vous voyez bien que c'est l'oligarchie à la manœuvre. Deuxième grand objectif politique, en même temps, c'est d'assurer un meilleur contrôle des peuples, de les mettre sous tutelle, de contrôler les libertés, les démocraties. Dès 2012, pour sauver l'euro, on a créé le mécanisme européen de stabilité, le MES. Le principe est très simple, les pays riches mettent de l'argent, et quand il y a une crise au sein de la zone euro, on donne l'argent aux pays qui en ont besoin en échange d'une politique de mise sous tutelle de ces pays et de politique d'austérité. C'est ce que l'Italie risque de subir, même la France, là, suite au coronavirus. C'est vraiment anéantir nos libertés de peuple. Ils l'ont fait en Grèce en 2015, souvenez-vous, avec la complicité de ce pauvre Tsipras. Pauvre que je ne plains pas, hein. C'est pas pour ça que je ne le plains pas, surtout pas, il est complice de ça. Mais le pauvre, parce qu'il a été pitoyable. Il avait fait un référendum, là c'était assez courageux, auprès des Grecs le 5 juillet 2015, et les Grecs avaient dit non au mémorandum de la Troïka, c'est-à-dire l'ultra-austérité pour la Grèce, largement avec 61,31% des voix. Et là, l'Union européenne a dit Nein, vous l'appliquez quand même, et on ne renégocie pas la dette grecque, et donc il l'a appliqué quand même. Et le référendum a été bafoué. Même chose en France, je vous rappelle, en 2005, où le référendum sur la Constitution européenne a été bafoué, toujours au nom de l'Europe et de l'euro. À Chypre, en mars 2013, ils sont allés prendre dans l'épargne des gens et ponctionner pour les comptes de plus de 100 000 euros dans la plus grande banque de Chypre. Se sont fait ponctionner plus de 60% de leur épargne, les gens qui avaient de l'épargne dans cette banque. Ainsi, le 30 mars 2013, le président chypriote déclarait, je le cite, « Le plan de sauvetage de l'Union européenne a enrayé le danger de faillite du pays et l'a empêché de sortir de la zone euro », ce qui était l'objectif ultime, zone euro dans laquelle Chypre était depuis janvier 2008.
À l'époque, le président de l'Eurogroupe, qui était un néerlandais, Jeroen Dijsselbloem, avait déclaré, je le cite, que ce cas chypriote pouvait faire école. Ça a tellement fait école qu'ils l'ont inscrit dans une directive européenne dès 2015, directive qui s'appelle BRRD, pour relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances. Vous voyez vers qui c'est tourné, c'est explicite, transposé très rapidement en France par une ordonnance prise le 21 août 2015 et qui est dans le droit français depuis le 1er janvier 2016. C'est-à-dire qu'au nom de l'euro, désormais, on peut aller piquer directement dans votre épargne. D'abord plus de 100 000 euros et si ça n'est pas nécessaire, moins de 100 000 euros. Autre signe de ce contrôle des peuples grâce à l'euro comme instrument de chantage, c'est ce qui s'est passé en 2018 en Italie, où le président italien Mattarella a refusé la nomination du ministre des Finances, qui était un professeur Paolo Savona, parce qu'il était réputé contre l'euro. Or, c'était contraire à tous les usages démocratiques, puisque une coalition venait de gagner, Ligue 5 étoiles, les élections législatives en Italie, qu'elle demandait la nomination de ce ministre des Finances, que le président de la République italienne devait le faire de manière tout simplement très formelle, qu'il a refusé de le faire, et il a gagné d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été nommé, et qu'ils ont dû nommer un ministre pro-euro. Et à l'époque, il a été dit par la presse italienne que le président de la République italienne était en contact permanent avec le président de la Banque centrale européenne qui s'appelait à l'époque Mario Draghi. On dit aussi qu'il était en contact permanent avec Merkel et Macron. Ça correspond à la vision merkelienne d'Angela Merkel de la démocratie. Elle avait dit cette phrase célèbre à l'automne 2011, « La démocratie conforme au marché » ou conforme à l'euro. Là, ça nous renvoie à ce que disait Juncker. Il n'y a pas de démocratie au-dessus des traités européens. Il l'a dit en 2015 alors qu'il présidait la Commission européenne. Vous voyez donc que l'euro est d'abord un instrument oligarchique. Il faut en sortir maintenant. Alors, on va voir concrètement. Pourquoi? D'abord parce qu'on a une chance de pouvoir le faire avec un autre pays, c'est l'Italie, où il y a un débat gigantesque sur ce sujet, où un référendum montrerait, d'après un sondage récent, que 53% des Italiens aujourd'hui choisiraient l'Italexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne et de l'euro, pour avoir notre indépendance politique, démocratique et de peuple, pour avoir notre autonomie stratégique dans l'industrie, pour avoir la prospérité économique, il faut être fort et il faut quitter l'euro. Le mieux, c'est de le faire en même temps que l'Italie, évidemment. Mais il faut, quoi qu'il arrive, récupérer cette souveraineté nationale qui seule donne du sens à la souveraineté populaire. Pour cela, balayer les peurs et les faux arguments de la propagande. Non, la sortie de l'euro n'aura pas d'impact négatif sur votre épargne. C'est en restant dans l'euro que votre épargne est menacée par cette directive BRRD qui est aujourd'hui dans le droit français. Je viens de vous le démontrer. Ça s'applique à la zone euro, pas ailleurs. Non, la dette publique française ne va pas exploser si on sort de l'euro. Il y a une loi internationale de la monnaie qui s'appelle la Lex Monetae et qui dit que les contrats de droit nationaux sont reconvertis dans la nouvelle monnaie. Or, la France a une dette publique qui est à 98,5% en contrats de droit nationaux et donc elle serait reconvertie en nouveaux francs. Oui, nous aurions une nouvelle monnaie, un nouveau franc égale 1 euro au départ. Comme ça, il n'y aurait pas de valse des étiquettes et des prix dans les magasins ou les restaurants s'ils rouvrent un jour et ces problèmes de conversion. Ensuite, le franc aurait sa propre vie, conforme à nos intérêts nationaux. Pourquoi le franc? Je propose ce nom parce qu'il a été créé le 5 décembre 1360 dans notre histoire, parce qu'il a été la monnaie de la France pendant plus de 2 siècles, entre 1795 et 1999, parce que le rapport de 2 économistes, Sapir et Murer de 2013, avait montré que la sortie de l'euro créerait en France 1 à 2 millions d'emplois directs, et peut-être même beaucoup plus indirectement. Il ne s'agirait pas de refaire comme avant, bien sûr que non. Il faudrait cette fois intégrer la politique monétaire dans la politique économique et démocratique de la nation, c'est-à-dire une Banque de France qui ne serait pas indépendante, qui aurait pour mission comme ordre de conserver précieusement et de récupérer intégralement notre stock stratégique national d'or, qui est une vraie valeur, lui, pas simplement comme les bouts de papier des billets de banque ou de ce qui se trouve dans les comptes de manière informatique. Donc une Banque de France pas indépendante, au service de l'État, du pays, de la production, de l'investissement productif. Ça veut dire fin évidemment du traité de Maastricht, puisqu'on fera le Frexit pour faire cela, mais fin aussi de la loi de 1973, et donc financement possible direct du Trésor français
par la Banque centrale, par la Banque de France, qui nous évite de nous écraser sur le mur de la dette et donc de devenir esclaves de la dette. Ça permettrait également d'améliorer le solde de notre commerce extérieur en ayant une monnaie beaucoup plus adaptée à notre réalité. Ça va de pair avec la nationalisation des banques en France. Et ça va de pair, enfin, en termes de gouvernement, avec le fait de chasser tous les euro-gagas, les euro-dingos qui peuplent aujourd'hui et depuis longtemps nos gouvernements. Évidemment, tous ceux qui depuis des années communient dans la religion de l'euro n'ont plus leur place dans la gouvernance, le gouvernement de la France et demain d'une France souveraine, d'une France du Frexit. Oui, on devra le faire au mieux, idéalement de manière cohérente avec les autres pays, notamment l'Italie, en dissolvant la zone euro. Mais si on ne peut pas le faire avec les autres, il ne faut pas avoir peur, il faut le faire nous-mêmes souverainement. On ne peut pas rester plus longtemps dans l'euro. Je vous ai parlé dans les vidéos La Révolution qui vient et il faut être radical, à quel point la possibilité d'un soulèvement populaire lié à la crise historique qui arrive et d'une convergence des souverainistes intelligentes permettra de donner une opportunité politique pour faire cela. Mais si nous n'avons pas le courage de défendre ce programme devant les Français en toute transparence pour obtenir une majorité de conviction chez eux, alors nous n'y arriverons jamais. C'est pourquoi il est irresponsable d'abandonner le combat sur la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro au prétexte de sondages ou d'intérêts ou de techniques ou de tactiques électoralistes. Ça n'est pas responsable, comme il n'est pas responsable de rester flou sur ce sujet. Il faut être clair et net. Je crois vous avoir donné un programme de salut public extrêmement clair, argumenté et détaillé. N'ayons surtout pas peur. Il faut aussi des Raoult de la monnaie, c'est-à-dire agir avant que le malade ne soit mort et le traiter. Il ne faut donc pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Si vous adhérez à cette vision des choses et à ce projet politique et à cette méthode pour l'obtenir rapidement, alors s'il vous plaît, rejoignez les Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour adhérer aux Patriotes est dans la description sous cette vidéo. N'attendez plus, ne restez pas seul, rejoignez ce bel élan sincère, patriote pour notre pays. Je vous attends aux Patriotes. Merci beaucoup, vive notre liberté et vive la France.